Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un guide qui est une sorte de GPS pour le monde immense de la recherche académique. Oui, qui peut être un vrai labyrinthe. Exactement. On a tous ce réflexe de taper une question dans un moteur de recherche, mais bon, quand on a besoin d'infos vraiment fiables, spécialisées, on est vite perdu. L'idée de notre discussion, c'est un peu de suivre le parcours du chercheur moderne. C'est ça. On va commencer avec les outils que tout le monde connaît, la porte d'entrée, quoi. Et puis, petit à petit, on va monter en puissance. On va suivre un cheminement logique. Voilà. Jusqu'à arriver à des assistants dopés à l'IA qui ressemblent presque à de la science-fiction. C'est tout à fait ça. On ne va pas juste faire une liste de sites web. L'idée, c'est vraiment d'en raconter l'évolution de l'accès au savoir. Et ce guide est très bien fait pour ça, parce qu'il structure ce voyage en 5 grandes étapes. D'accord, 5 étapes. Oui, on commence par les plateformes généralistes, le point de départ de tout le monde. Ensuite, on verra comment s'orienter vers des outils très spécialisés, que ce soit en sciences humaines et sociales ou, à l'inverse, en médecine et sciences naturelles. D'accord. La 4e étape qui est cruciale, ce sera l'open access, l'accès libre. Des outils d'intelligence artificielle qui sont en train de tout redéfinir. Le parcours est clair. Alors, allons-y. Première étape, la base. Le point de départ, c'est presque toujours Google Scholar. Le guide le décrit comme un moteur académique multidisciplinaire. C'est le couteau suisse universel, non? C'est ça. C'est le couteau suisse, la porte d'entrée. Mais le guide nous invite à ne pas rester sur le seuil. Ah, Juste à côté, il y a par exemple Semantic Scholar. Et là, le mot-clé, c'est recherche assistée par IA. qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il ne se contente pas de trouver tes mots-clés dans un texte, il essaie de comprendre l'intention de ta question. Si tu cherches les effets de quelque chose, il va prioriser des articles qui parlent d'impact, de résultats, pas juste ceux qui mentionnent le mot. C'est déjà un premier niveau d'intelligence. C'est plus subtil. Et je vois un autre nom dans le guide, dimension. Ça me parle moins. On parle de brevets, de financement. On sort de l'article scientifique classique, là. Ah oui, on sort complètement du cadre. Dimension part du principe qu'un article, ce n'est qu'une étape. Une étape dans un cycle plus grand. Voilà, en liant les publications aux brevets qui en découlent, au financement, on obtient une vue à 360 degrés. Ah, c'est intéressant. On peut suivre une idée depuis le labo jusqu'à son application industrielle. Ça transforme la recherche biblio en une véritable analyse de l'écosystème de la recherche. C'est surpuissant. Mais j'imagine que ce n'est pas gratuit, hein. Une partie est payante, oui, c'est vrai. Mais il y a une version gratuite qui donne déjà accès à énormément de choses. Et en parlant de modèles, le guide mentionne aussi Bayes. C'est un moteur européen open access. Et ça, ce n'est pas un détail. Européen et open access, oui. Européen, ça signifie une alternative aux géants américains, avec une autre approche de la confidentialité des données. Et open access, c'est son identité. Il ne référence que du contenu gratuit. C'est un positionnement presque militant. C'est ça, c'est un choix philosophique fort. D'accord. Donc, on a cette première couche d'outils. Mais si je suis, disons, un spécialiste de philosophie antique, j'imagine que ces grands portails sont trop vastes. Exactement. Il faut affiner. C'est la 2e étape de notre voyage. Pour les sciences humaines et sociales, le guide nous oriente vers de véritables institutions. Le nom qui revient tout le temps, c'est JSTOR. JSTOR, oui, un classique. Une bibliothèque numérique monumentale. Une archive de décennies de savoir. À côté, on a Project Muse, un peu plus pointu sur les sciences humaines et les lettres. Ce sont des piliers. Dans cette section, un autre outil a attiré mon attention, SSRN. Le guide mentionne les prépublications. Ça sonne un peu risqué, non? C'est là que les idées sont testées, avant même d'être validées. C'est une excellente image. SSRN, surtout en économie et en droit, c'est la plateforme où les chercheurs partagent leurs working papers. Leur brouillon avancé. Voilà. L'avantage, c'est que la recherche circule des mois, parfois des années, avant la publication officielle. Ça accélère le débat. Mais le risque? Le risque, évidemment, c'est que c'est un travail en cours. Il faut le lire avec un esprit critique plus aiguisé. C'est la science en train de se faire. Et pour aller encore plus loin, je vois Phil Peppers, décrit comme la base de données complète en philosophie. Pour un philosophe, ne pas connaître cet outil, c'est presque une faute professionnelle, j'imagine. Absolument. Arriver à ce niveau, ce n'est plus une option. Phil Peppers, c'est le répertoire exhaustif. Ou encore Eric pour les sciences de l'éducation. Chaque discipline a ses joyaux. Toute cette discussion est passionnante, mais j'imagine qu'un biologiste qui nous écoute se sent un peu exclu. Est-ce qu'il existe un univers miroir pour les sciences dures?
Bien sûr, c'est la troisième grande partie de notre exploration. En biomédecine, il y a un nom qui écrase tous les autres. PubMed. PubMed, incontournable. La base de données de référence mondiale, le premier réflexe de n'importe quel chercheur en sciences de la vie. Un mastodonte. Et à côté de ce géant public, il y a les plateformes des grands éditeurs privés. Science Direct, Springer Link. Là, on est sur des mines d'or, mais des mines d'or bien gardées, non? Oui, et c'est le grand paradoxe. Ces plateformes, qui appartiennent à des éditeurs comme Elsevier ou Springer, sont d'une richesse incroyable. Mais Mais l'accès est souvent conditionné à des abonnements institutionnels qui coûtent une fortune. Ça pose une vraie question d'inégalité d'accès au savoir. Et c'est peut-être en réaction à ça qu'on voit se développer les serveurs de prépublication dans ces domaines, Bioraxive et Medrexive. On a vu leur importance pendant la crise du Covid. Exactement. Ces plateformes ont permis de partager des résultats sur le virus en quelques jours, au lieu des mois habituels. La science a avancé à une vitesse folle. Mais ça nous ramène à la question du risque. Oui, c'est une arme double tranchant. On a vu des études non vérifiées, parfois de mauvaise qualité, être reprises partout et créer de la confusion. Cette accélération nous oblige tous à être plus critiques. Cette discussion sur les paywalls nous amène tout droit à la 4e étape, l'open access. Si on n'a pas la chance d'être dans une université riche, on fait comment? On se tourne vers les champions de la science ouverte. Et le guide en liste plusieurs. D'abord, il y a les garde-fous de la qualité. C'est-à-dire, Comme le DOAJ, le Directory of Open Access Journals. C'est un annuaire qui vérifie que les revues en accès libre respectent des standards de qualité. Une garantie contre les revues prédatrices. d'accord. Et ensuite, il y a les super moissonneurs. Voilà, on a des agrégateurs comme Core, qui aspire le contenu de milliers d'archives ouvertes dans le monde, et son équivalent européen, OpenAir. Et le guide mentionne une ressource cruciale pour le monde francophone, HAL. C'est un peu notre bibliothèque nationale du numérique pour la recherche. C'est une très belle image. HAL, c'est notre patrimoine scientifique commun en accès libre. C'est la plateforme où les chercheurs français et francophones déposent leurs travaux, une ressource inestimable. Et pour finir cette section, il y a Zedoro. Oui, Zenodo, géré par le CERN, c'est une archive universelle. On n'y trouve pas que des articles, mais aussi des jeux de données, des logiciels, toutes les traces du processus scientifique. D'accord, on arrive maintenant à la dernière partie, celle qui, je l'avoue, m'intrigue le plus. On quitte les archives pour entrer dans ce que le guide appelle la nouvelle génération d'outils, la section sur l'IA. Et on y est déjà. On peut diviser ces outils en 2 catégories. D'abord, ceux qui utilisent l'IA pour créer du lien social. C'est le cas de ResearchGate et academia.edu. Des réseaux sociaux académiques. C'est juste un LinkedIn pour chercheurs ou il y a plus que ça? C'est bien plus que ça. L'IA de ces plateformes analyse tes publications et te suggère de manière proactive des articles que tu aurais pu manquer ou des chercheurs qui travaillent sur la même niche que toi à l'autre bout du monde. Ça facilite la découverte par hasard, la sérendipité. Tout à fait. Mais la vraie rupture, elle vient de la 2e catégorie d'outils. Les véritables assistants d'analyse. Là, on parle de Cite, Connected Papers et Licit. Commençons par Cite. Le guide dit qu'il fait de l'analyse de citations. Ça ne paraît pas si révolutionnaire? Détrompe-toi. Jusqu'ici, on mesurait l'importance d'un article à son nombre de citations. C'était purement quantitatif. D'accord. Scite fait un saut qualitatif. Il ne te dit pas seulement combien de fois un article est cité, mais comment. Comment ça, comment? Il analyse le texte de la citation et te dit « Attention, sur les 100 citations, 20 le soutiennent, mais 50 le contredisent. » Ça change tout. Ça devient un détecteur de controverses scientifiques en temps réel. Ah oui, là, je vois la différence. C'est une analyse de réputation. Et Connected Papers, alors? Visualisation des connexions. Ça me fait penser à une carte du ciel. C'est exactement ça. Pense à une sorte de Spotify découverte, mais pour la science. Tu lui donnes un article et il génère une galaxie visuelle. Où chaque étoile est un autre article. Exactement. Les étoiles proches sont thématiquement similaires. Tu vois immédiatement les articles fondateurs, les nouvelles branches. C'est un outil d'exploration incroyable. Et on termine avec Elicit, assistant IA, pour automatiser la revue de littérature. Là, on est au sommet. C'est presque un collègue robot. C'est l'outil qui s'en rapproche le plus. Laisse-moi te donner un exemple concret. Oui. Récemment, je devais faire le point sur une question très précise. Normalement, ça m'aurait pris 2 ou 3 jours de lecture. Le travail classique du chercheur. Voilà. J'ai posé ma question en langage naturel à Elicit. En 5 minutes, il m'a sorti un tableau qui résumait les conclusions,
les méthodes et les populations étudiées dans 10 articles clés. En 5 minutes. 5 minutes. Ce qui prenait des jours prend quelques minutes. C'est à la fois grisant et un peu vertigineux. Vertigineux, c'est le mot. Après ce parcours, la leçon, ce n'est pas une liste de sites, mais plutôt une stratégie. C'est la conclusion parfaite. Le guide propose d'ailleurs une stratégie en 3 temps qui résume bien notre discussion. D'abord, pour débuter. On utilise les généralistes comme Google Scholar ou les bases comme JSTOR. C'est ça, le socle, la culture générale du domaine. Ensuite, on passe à la vitesse supérieure. L'étape pour se spécialiser. On se tourne vers les outils pointus de sa discipline, que ce soit PubMed ou PhilPapers. C'est là qu'on trouve la profondeur. Et enfin, la troisième étape pour tout optimiser. C'est l'étape pour optimiser. On utilise la puissance de l'IA. On explore avec Connected Papers, on analyse de manière critique avec Scite et on synthétise avec Elicit. Ce n'est plus de la recherche d'infos, c'est de l'analyse augmentée. C'est fascinant. La conclusion, c'est que le bon outil dépend entièrement de la question qu'on se pose. On a une vraie boîte à outils. Absolument. Et si on prend un peu de hauteur, on voit que ces outils ne se contentent plus de trouver l'information. Ils l'analysent, la connectent, la visualisent. Il la synthétise pour nous. Et ça ouvre une question assez vertigineuse pour l'avenir. Alors que l'IA devient capable de voir des connexions entre des milliers de publications, des liens invisibles à l'esprit humain, oui, Est-ce que la prochaine grande découverte, la prochaine rupture de paradigme, viendra d'une intuition humaine ou d'une analyse algorithmique? On a peut-être la réponse sous nos yeux.